Donc pour ce qui est de la troisième présentation de ce soir, nous allons recevoir donc Michèle Thibault, étudiante au doctorat en éducation. Elle va nous parler donc des accommodements pour les étudiants stagiaires en situation de handicap avec la présentation Accommoder les stagiaires, ça ne devrait pas être sorcier. Merci d'accueillir Michèle. Bonjour, ça va bien? Merci beaucoup. Moi, c'est Michèle, enchantée. Aujourd'hui, je vais vous parler non pas de mon doctorat, mais d'un projet sur lequel je suis auxiliaire de recherche qui concerne pourquoi et comment on devrait accommoder les stagiaires, surtout dans les contextes de CIS ou de CIUS. On va commencer avec une petite question, voir à quel point vous êtes capable de vous essayer à répondre. Donc, comment a évolué la quantité d'étudiants universitaires en situation de handicap, donc avec des besoins particuliers, dans les 10 dernières années? Je vous donne 3 options. Première option, c'est resté pareil. Deuxième option, c'est le quadruplé, c'est le fait x4. Troisième option, c'est le fait x9. Je ne sais pas c'est quoi le terme pour dire ça, mais x9. Qui vote à main levée? Pareil. Peu probable, merci beaucoup, j'apprécie la participation. Qui vote maintenant pour x4, quadruplé? Plus de mains, j'apprécie. Merci pour la participation d'ailleurs. Qui vote pour x9, que je ne connais pas là. Mais grande majorité, j'apprécie beaucoup. Vous avez quand même raison, sauf que je vous ai tout menti. Haha. En fait, ce chiffre-là, il provient d'une étude qui dit que la situation de handicap a augmenté de x9 quand on parle de situation de handicap qui est dite émergente. Donc, si on compte tous les types de situations de handicap ensemble, c'est encore plus que ça. Émergente, je vais vous en revenir avec ça tantôt. Par contre, commençons avec, c'est quoi une situation de handicap? Je vais vous expliquer avec une petite mise en situation. Voici Timmy. Timmy a le pied cassé. Timmy aimerait ça traverser la rue. Sauf que présentement, il y a une limitation dans son activité parce qu'il clopinerait plus qu'il marcherait de l'autre bord de la rue. Donc, Timmy est triste. Sauf que, mettons que je donne un accommodement à Timmy, je l'aide à traverser la rue en lui donnant des béquilles. À ce moment-là, il ne va plus clopiner, mais bien traverser la rue au complet. Il va être content. Fait une situation de handicap, en gros, c'est quand j'essaie de faire une activité, sauf que j'ai une limitation dans mon activité. Ça peut être quelque chose qui est temporaire, donc un pied cassé, mais ça peut être plus permanent, comme un diagnostic, peu importe, on y arrive. Donc, c'est qui les gens en situation de handicap émergent? Je vous avais dit que j'allais vous revenir là-dessus. Donc, une situation de handicap émergente, c'est pas émergent, c'est pas parce que c'est nouveau, c'est pas qu'on vient de le découvrir, c'est que c'est une situation de handicap qui existait déjà, mais on ne savait pas comment la caractériser, on ne savait pas comment la décrire. Et donc, avec le temps, on a réussi à l'apprivoiser et maintenant, on est capable de vous dire qu'est-ce que ça fait, comment, pourquoi ça le fait. Un exemple pour que ce soit plus concret, le TDAH. Donc, il fut un temps où le TDAH, ce qu'on savait le plus là-dessus, c'était des jokes de Ritalin. Maintenant, on sait comment vous décrire ça. On sait que ça a un impact sur votre concentration, ça peut avoir un impact sur votre capacité à faire plusieurs tâches en même temps, ça va dépendre si c'est une fille ou un gars, peu importe. Fait catégorisé dans handicap émergent. Je vous donne 3 autres exemples d'émergents. J'ai des difficultés d'apprentissage, comme la dyslexie, tout ce qui est dans les troubles de l'autisme. Sinon, j'ai des troubles de santé mentale, comme l'anxiété généralisée, la dépression, etc. En gros, une situation de handicap émergent, c'est un petit peu comme la Terre. Maintenant, on le sait avec des tests, avec des photos, qu'on dit qu'elles existent, que la Terre est ronde. Sauf qu'avant, on pensait que la Terre était plate. Donc, c'est un petit peu le même principe. Maintenant, pour les types de handicaps qui sont plus traditionnels, donc on est plus dans le concret, on est plus dans le physique. Je vous donne une couple d'exemples rapido presto. Difficulté d'audition, difficulté de vision. Maladie chronique, ça l'englobe plein d'affaires, mais je ne vous expliquerai pas ça aujourd'hui. Puis sinon, amputation, il y en a plein d'autres. Mais en gros, on revient, situation de handicap, c'est quand tu es limité dans ton activité. Dans les cas qui sont à l'écran présentement, c'est des limitations qui sont un petit peu plus permanentes dans le temps. On revient à Timmy. C'est quel type de situation de handicap qui représente mieux celle de Timmy? Émergente ou traditionnelle? Ma main levée, s'il vous plaît, quelqu'un. Come on. Oui! Traditionnelle parce que c'est physique. Good job, Jasmine. Moi, j'ai du support moral. Hein. Donc, un accommodement, c'est quoi? On a déterminé c'était quoi une situation de handicap, mais là, c'est quoi un accommodement? Je vous ai donné un exemple tantôt avec les béquilles. J'aimerais ça que quelqu'un, à quelque part, je vous regarde, me dise un exemple d'accommodement qui vous vient en tête. Un temps plus long pour faire un examen. Le grand classique, surtout dans le contexte scolaire. Fait que là, je vous ai mis les gros classiques sur l'écran. Il y a plusieurs types d'accommodements. On va commencer avec
Prendre des notes. Fait que prendre des notes pendant un cours, se faire des checklists quand tu fais une activité, se créer un agenda, ça compte tout comme des potentiels accommodements. Sinon, avoir un preneur de notes en classe, ça compte aussi. Après ça, on a des casques d'écoute, donc qui vont bloquer le son, qui vont te mettre de la musique à la place que tu entends le monde autour de toi. Ça compte comme un accommodement. On peut avoir aussi tous les logiciels informatiques. Le bon classique, c'est Antidote avec le français. Après ça, le tiers-temps. Donc, souvent, on va le voir dans les examens, on va avoir un petit peu plus de temps durant notre examen, mais ça peut être aussi à la préparation, donner un petit peu plus de temps pour préparer une tâche. Ça peut être aussi à la rétroaction, donc d'avoir du temps spécifique accordé à revenir sur qu'est-ce que tu as bien fait, qu'est-ce que tu as moins bien fait. Une autre affaire, qu'est-ce qui est un petit peu plus technique, comme une calculatrice, mais aussi plus technologique, comme téléphone, iPad, ordinateur, blablabla. Dernière chose qu'on oublie souvent, c'est qu'un accommodement, c'est pas nécessairement un outil qui est physique, qui est tangible, ça peut être social. Donc, d'avoir quelqu'un qui est à côté de toi et qui t'encourage quand tu fais ton activité, qui est capable de donner de la rétroaction sur ce que tu as fait de bien, ce que tu as fait de moins bien, qui est capable de t'aider à préparer ta tâche, ça compte aussi comme des accommodements, puis ça va être une grosse partie de ce qu'on a trouvé dans le cadre de l'étude jusqu'à présent. Fait que là, on a terminé c'est quoi une situation de handicap, on sait c'est quoi un accommodement, mais pourquoi qu'on en parlera en stage? Parce que là, j'en ai plein d'exemples d'accommodements sur mon PowerPoint juste avant, ben c'est tous des trucs qui sont super bien documentés dans les écoles. Fait que, tu sais, donner un petit tiers-temps quand tu fais un examen, ça se fait super bien. On est en business. Toutefois, si tu as un TDAH, tu es infirmière à l'urgence, puis je te dis, ben, tu as 4 patients, puis il faut que tu les passes, je ne peux pas juste te donner plus de temps. Fait qu'il va falloir un petit peu de créativité supplémentaire, un petit peu de nouvelles choses à implémenter dans ces situations-là particulières. Après ça, ben, c'est aussi bien documenté pour les handicaps qui sont plus physiques. Par exemple, avoir une rampe d'accès quand tu montes les escaliers. Avoir une rampe d'accès pour quand tu as une chaise roulante. Souvent, tu en as dans les lieux publics. Sauf que si je t'arrive et je te dis, ben moi, j'ai un trouble d'anxiété généralisée, puis de voir un patient, à toutes les fois, avant de voir mon patient, je fais une attaque de panique, c'est peut-être pas une rampe d'accès qui va m'aider. Il va falloir être un petit peu plus créatif, donner des options différentes, dépendamment de la situation de handicap que chacun a. Puis là, tu sais, je vous pose ces questions-là comme si je savais tout, mais c'est même pas moi qui s'est posé ces questions-là, en fait, c'est le CIUS de l'Estrichu qui est allé poser la question, dire « Hey, ben nous autres, on n'en sait pas assez sur les stages des accommodements, on aimerait ça en savoir plus. » Ce qui est quand même particulier, parce que tout le monde qui connaît le CIUS se disait « Ben, je m'attendais plus à ce que c'est pas mon problème, à let's go, on y va. » Mais je veux dire merci absolument au CIUS, on vous aime, whoop whoop. Toutefois, ils ont commencé ça, ils se sont dit, ben on a besoin d'aide. Fait qu'ils sont allés chercher l'aide. Le CIUS s'est associé à une chaire de recherche qui s'appelle l'OSME, qui se sont aussi associés avec l'Université de Sherbrooke. Puis maintenant, ben, je vous présente ça en avant. À date, ce qu'on a trouvé, on a commencé cet été, on n'a pas tout trouvé, on ne sait pas tout. Toutefois, à date, ce qu'on a trouvé, au niveau de l'étudiant, donc ce que l'étudiant, il contrôle. La première affaire, la plus importante en fait, c'est de bien se connaître. Parce que quand tu te connais bien, tu es capable de demander les bonnes questions, demander les bons accommodements et rendre la tâche facile aux gens autour de toi. Exemple, j'ai un TDAH. Je n'ai pas de TDAH, mais mettons que j'ai un TDAH. Je sais que quand je fais ma préparation d'examen ou ma préparation de tâches, j'ai vraiment de la misère. Il faut plus de temps pour me concentrer. J'ai besoin de plein d'outils différents. J'ai un ordre dans mes notes qu'il faut que je respecte à toutes les fois. Par contre, quand j'arrive dans mon examen, si je suis bien préparée, je suis en business. Fait que, si j'arrive à mon superviseur de stage et que je lui dis « Ah ben, en fait, souvent, quand je vais voir un patient, c'est pas si pire, mais c'est la préparation, comprendre comment faire, qui est de la misère. » Mais ton superviseur de stage va dire « Bon, ben parfait, on va pas te donner plus de temps avec les patients, on va te donner plus de temps sur la préparation. » À ce moment-là, ben, ça va tout changer parce que tu vas avoir eu de l'aide ou que tu en avais réellement de besoin. Donc, bien se connaître, c'est la base de tout. Ensuite, avoir l'attitude positive et être persévérant, c'est de base parce que, qu'on le veuille ou non, une situation de handicap, c'est difficile à vivre. Ça ne sera jamais facile d'avoir un TDAH, je suis désolée de vous l'apprendre, mais en même temps, il y a des façons de le gérer, il y a des façons de s'accommoder. Donc, d'arriver avec l'attitude de « ben moi, je veux réussir mon stage. Puis je vais faire tout en mon pouvoir pour réussir mon stage. » C'est pas mal mieux que d'arriver puis « ah, mais ça va être dur mon stage. » On s'entend. Sinon, aller travailler sur ces compétences-là de connaissance, de persévérance à travers des ateliers et des formations. Donc, s'informer, ça va aider beaucoup. Merci. J'ai été déconcentrée. Je reviens. I'm back. Donc, avoir de l'information sur ces sujets-là, ça va te permettre de mieux te connaître et ensuite de poser les meilleures questions. Donc, ça peut être de l'information sur ton diagnostic, sur les stages, sur les accommodements. Tout fonctionne.
Dernière chose, aller chercher le soutien autour de toi, ça va aider beaucoup. Parce que si tu es tout seul à traîner ton gros fardeau de même, tu es capable, tu es fort, mais à un moment donné, ça va devenir lourd. Alors que si les autres personnes à côté, ils prennent une petite partie, prennent une petite partie, prennent une petite partie, peut-être un petit peu plus facile à charrier. On s'entend. Au niveau des relations interpersonnelles, donc les autres personnes autour de toi, donc avoir un milieu accueillant de stage, ça va tout changer parce que si tu n'es pas en train de te faire tout le temps poser la question de « Ouais, mais c'est quoi le TDAH? Moi, j'ai pas de difficultés quand je fais mes tâches. » Bien, ça se peut que les autres personnes, il y en ait des difficultés quand ils font leurs tâches. Donc, l'attitude ouverte, le désir d'apprendre, le désir d'accommoder, ça va être vraiment une belle expérience pour le stagiaire. Ensuite, le superviseur, quand il est plus ouvert, ça change tout. Donc, dépendamment de l'approche que le superviseur va avoir, ça va tout changer. Si tu arrives, ton superviseur te dit « Ouais, ben moi, je suis ton superviseur, tu es ma stagiaire, c'est ça mes tâches, 1, 2, 3, puis il faut que tu répondes de manière ABC. » Bonne chance. Ça va moins te tenter de demander un accommodement. Alors que si tu commences ton stage et tu dis « Ah, ben, bienvenue dans ton stage, ça me fait plaisir de t'avoir. Je veux que ton stage se déroule de telle manière, mais je comprends que tu es une personne et j'aimerais ça que ça fonctionne bien. Donc, qu'est-ce que sont tes attentes? Quelles sont mes attentes? Comment on peut trouver un compromis entre les deux? Ça change la game. Au niveau du milieu de stage, des pratiques inclusives vont aussi beaucoup améliorer l'expérience du stagiaire. Ça peut ressembler à donner une règle qui favorise que l'étudiant puisse apporter ces accommodements qui existent à l'université, ceux-là qui s'appliquent, mais il va pouvoir les apporter dans le milieu de stage, ce qui n'est pas nécessairement vrai. Il y a des milieux qui empêchent ce transfert-là. Fait que juste pouvoir transférer des accommodements, ça peut beaucoup aider. Ensuite, avoir du mentorat. Donc, avoir les gens autour de toi, soit que ce soit des collègues ou des pairs d'autres stagiaires qui t'aident, c'est vraiment le fun parce que ça va te sortir de ta relation superviseur-stagiaire et tu vas pouvoir avoir une perspective qui est plus grande, un deuxième avis, qu'on pourrait dire, qui vont beaucoup t'aider dans le day-to-day life. Ensuite, sensibiliser. Un petit peu la même chose que la dernière slide. On veut que les gens soient ouverts d'esprit. On veut qu'ils posent des questions à la place d'émettre des jugements. Sensibiliser, ça commence avec l'ouverture et de vouloir apprendre sur les autres autour de nous. Dernière chose, au niveau de l'université, donc des rencontres pré-stage, de préparer le stage va être vraiment accommodant parce que, dépendamment de la situation de handicap, tu vas pouvoir préparer quel type de milieu de stage te convient mieux, quel type de superviseur te convient mieux, quel type de milieu environ social peut mieux te convenir. Ça va beaucoup aider. Ensuite, juste d'avoir de la collaboration. Parce que là, tu sais, on parle beaucoup de le superviseur à l'université, le superviseur dans le milieu de stage. Mais l'université et le milieu de stage peuvent se parler eux autres. Comme ça va être un petit peu moins dans la ligue du stagiaire. Comme ça, après, ça va être plus facile. Fait que d'avoir un triangle qui se complète, s'il vous plaît, la gang, on aimerait ça. Dernière chose, les services d'accompagnement, c'est le nerf de la guerre. Parce qu'un service d'accompagnement qui est efficace, ça va être des professionnels qui vont être là pour aider les étudiants stagiaires puis qui vont pouvoir donner des conseils qui sont spécifiques à leur situation. Puis ça va juste pouvoir aider à ce moment-là à créer un lien qui est encore plus fort et donner des idées un peu meilleures pour le milieu de stage. Tout ça pour dire, donner un accommodement à un stagiaire, c'est pas lui donner une longueur d'avance, c'est juste la grosse base. On revient à Timmy. Timmy, là, si j'y enlève ses béquilles, c'est pas plus fair, c'est juste chien. Mais c'est la même affaire si j'ai un TDAH puis j'ai besoin d'avoir plus d'aide pour faire certains travaux. Est-ce qu'on pourrait, s'il vous plaît, gang, avoir un petit peu plus d'ouverture pour des problèmes qui sont un petit peu plus complexes, qui ont des besoins un peu plus complexes que juste une paire de béquilles? Merci beaucoup d'avoir écouté. Avez-vous des questions? Merci beaucoup pour cette présentation. J'aime beaucoup tes références, accessoirement. Dans les mêmes que tu as mis, j'aime beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions parmi le public? Vas-y, micro est ouvert normalement. Je trouve ça super intéressant que le CIUS soit ouvert à avoir ces informations-là. Puis je suis curieux de savoir si vous avez transmis les résultats, puis de savoir un peu c'est quoi l'ouverture, parce que ce que j'entends, c'est pas juste à l'individu de changer ses choses, puis s'adapter, puis de faire des demandes, mais aussi au milieu d'être ouvert et souple. Puis on pense à des politiques de coupure, on pense à des conditions de travail qui sont difficiles. Puis je suis curieux de savoir à quel point les personnes dirigeantes ont l'impression qu'ils ont l'espace de faire ces nouvelles manières de faire. Ouais.
Ben, en fait, ce qui est le fun, c'est que justement, sur le projet de recherche, présentement, on est, genre, mettons, 2 à faire la collecte de données puis le groundwork un petit peu. Mais après ça, on a une équipe complète de personnes qui travaillent là-dessus. Donc, des personnes qui travaillent dans les services d'accompagnement puis dans les services à l'université, mais aussi des personnes qui ont des chefs de service dans les CIUS et des choses comme ça, puis aussi dans le champ de recherche, of course, parce qu'on fait une recherche. Puis si ça peut être par l'heure un petit peu plus, là, genre on s'enligne pour faire des entrevues de groupe avec, effectivement, des étudiants, mais aussi des chefs de service dans les CIUS, des gestionnaires au niveau de l'université, des gens dans les services d'accompagnement au niveau de l'université. Fait que le but, c'est vraiment de trouver des résultats qui vont pouvoir être applicables à tous les niveaux de gestion et tout. C'est vraiment d'enlever le fardeau à l'étudiant puis de rendre la ligne un petit peu plus droite entre les différents services. Ben, faire un cercle. Okay. Ouais. Puis, mettons, au niveau scoop, là, tu sens qu'ils sont open à faire ça ou. On fait notre mieux, là. Ben, en fait, c'est un petit projet. On fait notre mieux. Là, on est à la phase 1. Théoriquement, la phase 1 va finir en juillet 2025 et ensuite potentiellement être renouvelée, potentiellement avoir plus de cash. On me le souhaite, mais comme, ouais. Okay. Ça va dépendre. À date, on est quand même bien parti. On a des résultats relativement révélateurs. À suivre, voir si ces résultats-là dans la littérature font du sens avec ce qui existe sur le terrain, spécifiquement au Québec. Parce que c'est ça, on n'a pas limité nos résultats de recherche à la situation québécoise. On est vraiment allé worldwide, baby. Puis aussi, on a fait Madame 305. On a aussi fait... Je suis tellement... Oui, dans différents milieux de pratique aussi, parce que justement, dans les CIUS, oui, on parle de pratiques de santé, mais aussi de... tu sais, on a tout notre personnel administratif, notre personnel dans d'autres sphères, plus que, mettons, ton médecin, ton ergo, ton whatever. Fait qu'à ce moment-là, ben, on va avoir des résultats qui sont vraiment larges. Est-ce que ça peut s'appliquer? On aimerait vraiment, vraiment ça. À suivre. Merci. On a le temps pour une dernière question. Oui, en fait, justement, on est en train de gosser un peu sur le principe de, ben, des stagiaires, éventuellement, c'est des employés. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? En fait, théoriquement, je ne sais pas si c'est applicable à tous les services. Par contre, on est en contact avec des gens qui, eux autres, font partie d'un service d'accommodement au niveau du CIUS. Encore une fois, applicable à tous les services, God knows. Mais ça existe. Ensuite, ça va être plus, effectivement, des changements de politique un petit peu plus au niveau. Je dis pas que c'est généralisé, mais en principe, ces questionnaires-là, parce qu'en plus, on a parlé dans la première rencontre, ces questionnaires-là sont faits justement pour avoir des données puis pouvoir les référer aux besoins, aux services d'accompagnement puis d'accommodement. Est-ce que ça marche? Ça, c'est une autre bonne question, mais je veux dire, CIUS. Merci beaucoup.